Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Madame Coudray, merci pour votre invitation. Mais merci de l'avoir accepté. Avant de vous entendre, on va revenir sur votre première journée de consultation des différents partis qui pourraient rentrer dans votre future majorité qui s'annonce tout de même compliquée à trouver, ça on en parlera aussi. La priorité est déjà de former un gouvernement. Léotard Attal et Cassandre de Wagner. À peine nommé, il y a urgence. Un déjeuner avec le président, des consultations toute la journée. Michel Barnier doit former son gouvernement et surtout éviter la censure de l'Assemblée. Ce matin, il a échangé avec les cadres de LR, sa famille politique. Vous voulez participer au gouvernement ? Depuis le début, on veut sortir la France du blocage. Et on a dit qu'on assumerait nos responsabilités. Mais on ne le fera que sur un programme qui donne la garantie de répondre aux préoccupations des Français et rien d'autre. Un peu plus tôt, c'est la voiture de Gabriel Attal qui arrivait à Matignon. Désormais, en tant que chef des députés macronistes. Il le dit ensuite à ses troupes, pas de soutien inconditionnel, mais pour l'instant, un soutien quand même. Je crois qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Donc on a cette volonté, encore une fois, de participer aux orientations politiques et d'influer les orientations politiques qui seront prises. Les feux sont donc plutôt au vert chez les 213 députés du bloc central et de la droite. Feu rouge en revanche des 193 élus du nouveau Front populaire. La gauche votera la censure du futur gouvernement. Sa survie dépendra donc des 142 voix du RN et de ses alliés. Et à ce stade, pour eux, c'est un feu orange. Nous, on jugera sur pièce. On ne peut pas savoir si M. Barnier mérite ou pas encore la censure. C'est à lui de convaincre l'ensemble des députés, d'ailleurs au-delà du Rassemblement national. Michel Barnier veut aussi tendre la main à des personnalités de la gauche et de la droite modérée. Mais ce ne sera ni Bernard Cazeneuve, ni Xavier Bertrand. Selon nos informations, tous deux ont refusé d'entrer au gouvernement. Certains ministres sortants espèrent, eux, conserver leur poste. Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu ou encore Catherine Vautrin. Mais les places seront chères, nous confie un élu. Nous avons besoin de mettre en scène une forme d'alternance. Emmanuel Macron, lui, était cet après-midi à Évian avec le chancelier allemand. Le président promet de rester à distance et de laisser Michel Barnier composer seul son gouvernement. Michel Barnier, pardonnez-moi ma première question un peu directe, mais pourquoi vous, finalement, face à cette équation quasi impossible, qu'est-ce qui vous a convaincu que vous étiez capable de gouverner ? Vous pensez bien, Madame Coudray, qu'à l'âge qui est le mien, et je n'ai pas besoin qu'on me rappelle mon âge, je n'ai pas de plan de carrière. J'ai simplement un parcours assez long, toujours appuyé sur le suffrage des citoyens. Depuis assez longtemps, j'ai même été à une époque le plus jeune député de France. C'est un titre qu'on perd assez vite d'ailleurs. Et dans mon département de la Savoie, pendant 17 ans, j'ai eu l'honneur de le présider, en organisant d'ailleurs des Jeux Olympiques avec Jean-Claude Killy à l'époque, les Jeux d'hiver. Et je veux saluer toutes les équipes qui réussissent avec Denis Estanguet les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques en ce moment même. Et puis dans plusieurs ministères, le ministère de l'Environnement et de l'Écologie, le ministère de l'Agriculture. On a entendu un agriculteur dire des choses justes tout à l'heure sur l'inflation normative qui bloque et qui contraint pas seulement les agriculteurs, mais aussi d'autres entreprises. Donc c'est votre expérience qui a joué. Le ministère de la Pêche aussi, je n'oublie pas les pêcheurs. Et ensuite, un engagement européen, où là aussi j'ai eu des dossiers difficiles à traiter. Je veux rappeler par exemple que j'étais pendant 5 ans le commissaire chargé de la régulation financière en pleine crise financière pour mettre de l'ordre, de la morale, de la transparence, de la responsabilité par rapport à des banquiers qui sont cru tout permis. Une sorte d'ultralibéralisme qui a détruit des millions d'emplois. Puis, enfin, si je puis dire, cette négociation complexe du Brexit où, avec l'appui du président de la République et d'autres chanceliers allemands et tous les autres chefs d'État, j'ai défendu les intérêts de l'Europe par rapport à cette situation. On reviendra sur votre dimension politique tout à l'heure. Donc c'est tout cela qui fait sans doute, je réponds à votre question, Mme Coudray, qui fait que le président de la République, regardant ce parcours, cette capacité de négocier, de mettre des gens ensemble, de les respecter, de les écouter, s'est dit que je pouvais être le Premier ministre de la France. Est-ce que vous avez hésité ? Parce que c'est pas facile de savoir qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Vous êtes susceptible de vous faire renverser ? Mais je sais que c'est difficile. Tous les jours. Je sais que c'est difficile en raison de cette situation inédite au sein de l'Assemblée nationale. Je n'oublie pas le rôle du Sénat aussi, qui est très important. Je sais que c'est difficile, mais moi, je me suis toujours fait une certaine idée de mon pays et de la France. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Et je pense que c'est le moment que chacun, à sa place, retrousse les manches. Et moi, je vais le faire.
Justement, hier, vous avez d'abord parlé d'une rupture dans la méthode, vous avez parlé d'apaisement, d'écoute, de respect. Ça a clairement manqué ces dernières années. Oui, je pense que, peut-être en raison des crises, la crise du Covid, la guerre, les difficultés de toute nature, on n'a peut-être pas assez travaillé collectivement. Et moi, je pense que le Parlement est important, il faut le respecter, et je respecterai, comme je l'ai dit hier, toutes les forces politiques. Vous savez, Madame Coudray, j'ai appris dans ma vie publique que chaque citoyen est nécessaire. Chaque citoyen est important, quel qu'il soit. Il doit être respecté, il a quelque chose à apporter. Les bonnes idées, elles ne viennent pas souvent et pas toujours d'en haut. On les trouve sur le terrain. À Marseille pour gérer le revenu minimum, ou à Valenciennes pour mieux gérer un hôpital tout en assurant des services publics. Il y a plein d'idées qui viennent des gens sur le terrain. Il faut les écouter. Alors, ce n'est pas les gens du terrain que vous allez appeler pour former votre gouvernement. Il y aura qui dans ce gouvernement? On sait que vous n'allez pas nous donner des noms ce soir, mais est-ce qu'il y aura des LR? Est-ce qu'il y aura des ministres sortants? Est-ce qu'il y aura des gens de gauche? Est-ce qu'il y aura des personnalités de la société civile? Ce ne sera pas seulement un gouvernement de droite, comme je l'entends dire ici ou là. Je n'ai pas besoin de rappeler d'où je viens. Moi, je viens du gaullisme social. Je suis un républicain, humaniste, et fier de m'être engagé derrière le général de Gaulle très tôt. Je suis européen aussi, mais pas n'importe quelle Europe, une Europe utile et concrète. Donc il y aura des gens de ma famille politique, il y aura naturellement des hommes et des femmes de bonne volonté qui appartiennent à la majorité sortante, et puis au-delà, peut-être des gens qui n'ont... sortants même, vous l'envisagez? Peut-être, mais je ne vais pas aujourd'hui faire le casting, parce que ça vous serait pas bien. Vous ne vous l'interdisez pas? Je ne m'interdis pas de réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences. Mais si vous me demandez quel est le critère, oui, des gens de gauche. Il y a de bonnes idées partout, il faut aller les chercher partout. Et donc je disais hier dans mon intervention sur le perron de Matignon que j'ai appris, notamment par ma mère, qui était une militante chrétienne de gauche associative, que le sectarisme est une preuve de faiblesse. Je n'ai jamais été sectaire. Et donc je pense qu'il faut ouvrir la porte, j'ai mes convictions, mais je n'ai jamais été sectaire. Donc il faut ouvrir la porte et ouvrir la table à tous ceux qui le voudront. Vous avez quand même face à vous une assemblée extrêmement diverse, fracturée, une majorité quasiment introuvable. Si vous êtes là ce soir face à nous, c'est aussi parce que le Rassemblement national a promis de ne pas vous censurer. En tout cas, pas tout de suite. On se doute que ça n'a pas été gratuit. Quelle garantie a obtenu Marine Le Pen? Une loi sur la proportionnelle? Je n'ai pas eu de discussion avec Mme Le Pen. Je la rencontrerai, je la verrai, je la respecte. Mais il va falloir faire des concessions. Mais excusez-moi, je vous ai dit d'où je venais et je n'ai rien de commun ou pas grand-chose de commun avec les thèses ou les idéologies du Rassemblement national. Mais je respecte. Il y a près de 11 millions de Français, 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Leur voix compte, comme celle de ceux qui ont voté pour le nouveau Front populaire, et puis naturellement ceux qui ont voté au centre ou à droite, ou ceux qui n'ont pas voté aussi, et qui sont très nombreux et qui expriment une sorte de colère ou de désespérance à propos de la politique. Puisqu'on parle des électeurs, puisqu'on parle des électeurs, je reviens quand même sur le projet de loi sur la proportionnelle. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous seriez favorable? Parce que c'est une demande très forte du parti et des électeurs. Je le sais. Il n'y a pas de ligne rouge. Je veux simplement que la Ve République... pendant la durée où j'aurai le privilège et l'honneur de gouverner le gouvernement et de diriger ce pays et de diriger ce gouvernement, fonctionne bien, hein, peut-être mieux. Donc si la proportionnelle en partie est une solution, je ne me l'interdis pas, mais j'ai besoin de discuter avec tous les groupes politiques. On parle toujours des électeurs du Front National, du Rassemblement National et de ce parti. Vous avez cité hier dans vos priorités la maîtrise de l'immigration et la sécurité. Ce sont des thèmes qui leur sont chers. Sur quelle base metteriez-vous en place cette politique? La base du programme des LR ou du Rassemblement National? Vous aviez une ligne très dure en 2021 sur cette question de l'immigration, avec un moratoire entre 3 et 5 ans. J'ai exprimé cette idée assez fortement durant la primaire, mais c'était le débat présidentiel. Est-ce que les problèmes ont disparu? Non. Il y a toujours le sentiment que les frontières sont des passoires et que les flux migratoires ne sont pas maîtrisés. Donc nous allons en effet maîtriser les flux migratoires, pas avec de l'idéologie, pas avec des discours et des phrases, mais avec des mesures concrètes. Et je m'inspirerai naturellement des propositions législatives et des propositions concrètes de mon propre parti, mais il y a eu d'autres propositions un peu partout. Je les écouterai. Personne n'a le monopole des bonnes idées. Je veux qu'on traite les problèmes. Je veux qu'on trouve les bonnes solutions. Trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent les Français, ça en fait partie. Mais vous parliez de mes priorités. J'ai cité cet enjeu de maîtriser l'immigration de manière rigoureuse et humaniste. Et nous le ferons. J'ai aussi cité
l'exigence à l'égard des nouvelles générations, nos enfants, nos petits-enfants. Il y en a marre de faire des chèques en blanc sur les générations futures, à propos de l'écologie comme à propos des finances publiques. Donc on ne va pas augmenter cette dette. C'est une deuxième priorité. La revalorisation du travail, le mérite sur le terrain, les bas salaires, voilà une troisième priorité. Et puis les services publics, naturellement, qui sont aussi avec un besoin immense dans les quartiers urbains, mais dans les campagnes aussi. Je pense aux déserts médicaux et je pense naturellement à la santé et je pense aussi au logement. Un mot des électeurs de gauche qui avaient une très forte demande sur l'abrogation de la loi sur les retraites, la réforme sur les retraites. Est-ce que vous allez toucher à cette réforme ou pas ? Je m'exprimerai devant l'Assemblée nationale et aussi au Sénat dans les prochaines semaines sur ce sujet qui est très grave. On ne va pas tout remettre en cause. Cette loi a été votée dans des conditions très difficiles. Elle a exigé des débats. Est-ce que c'est celle que j'aurais votée probablement à la fin de la route, mais est-ce que c'est celle que j'aurais proposée? Peut-être y avait-il d'autres idées. En tout cas, je vais ouvrir le débat sur l'amélioration de cette loi pour les personnes les plus fragiles, et je le ferai avec les partenaires sociaux. Voilà. Il y a une chose auquel je crois, vous me parliez de est-ce qu'on peut travailler autrement? Oui, je pense qu'on travaille mieux avec le Parlement, y compris dans les situations difficiles où nous sommes, qu'on doit respecter et prendre en compte les partenaires sociaux, les syndicats. Notre pays a besoin de syndicats forts, et puis les élus locaux qui ont une partie des solutions, une grande partie des solutions, si on veut bien leur faire confiance. Vous ne toucherez pas aux 64 ans? Vous étiez partisan de 65 ans? Ne me demandez pas de dire où nous allons aboutir. Je veux engager sur ce sujet une amélioration, mais en respectant le cadre budgétaire. Parce que je ne veux pas... J'ai cette responsabilité le temps où je serai là, j'espère jusqu'à la fin de ce quinquennat, si le Parlement le veut. Je ne veux pas augmenter la dette de notre pays. Cette dette, elle est abyssale. On est en situation de dérapage budgétaire total. On parle d'un déficit à 5,6% du PIB. Oui. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez augmenter les impôts, réduire drastiquement la dépense publique, un peu des deux? Quelle est votre philosophie face à cette urgence? Je ne m'interdis pas une plus grande justice fiscale, parce que les Français ont envie et besoin de taxer les Français les plus riches. Je ne m'interdis pas une plus grande justice fiscale, je le répète une deuxième fois, mais sans vous donner les détails. Je vais m'efforcer avec les différents ministres qui seront nommés de mieux maîtriser, de mieux utiliser l'argent public et de m'appuyer sur des services publics parce que nous avons besoin de services publics efficaces et je suis personnellement très engagé à la défense des services publics. Voilà. Et puis il faut aussi de la croissance. La croissance, elle vient d'où? Elle ne tombe pas du ciel. Elle ne vient pas de l'administration. Elle vient des entreprises, petites, grandes ou moyennes. Elle vient des agriculteurs. Elle vient des pêcheurs. Elle vient de notre commerce extérieur, elle vient du rôle des Français de l'étranger, qui ont 3 millions de Français qui défendent une partie de l'influence française à l'étranger. Donc elle vient de nos départements et de nos régions d'outre-mer, que je connais bien, dont je vais m'occuper. Donc on a plein d'atouts dans ce pays. Il faut être lucide, il faut dire la vérité. Je dirai la vérité, même si elle est difficile, parce que la situation est extrêmement grave, mais il y a aussi des raisons d'espérance. On va évoquer votre relation à Emmanuel Macron. Comment définissez-vous votre future vie commune? L'Élysée a parlé hier soir de coexistence exigeante. Est-ce qu'on est en cohabitation? Parce que finalement, Emmanuel Macron n'est pas de votre famille politique. Non, j'ai même marqué beaucoup d'opposition à son égard dans le passé, même si j'ai dû voter plusieurs fois d'ailleurs volontairement et sans problème pour lui au deuxième tour. On s'est opposé, on n'a pas toujours eu les mêmes idées. Il est le président de la République et j'ai du respect et pour la fonction et pour l'homme. J'ai connu déjà des cohabitations, donc difficile. En tout cas une cohabitation dont j'ai été un des ministres, et nous ne sommes pas dans cette situation-là. Simplement, je dirais, pour résumer ma conviction et la manière dont je vais travailler, le président doit présider, le gouvernement doit gouverner. Est-ce que vous lui avez mis une ligne rouge? Clairement, est-ce que vous lui avez demandé de se mettre en retrait? Est-ce que le président ne déterminera plus la politique de la nation, pour reprendre un article de la Constitution? Est-ce que vous avez eu cette assurance-là de la Constitution? Parce qu'il est très interventionniste, Emmanuel Macron. Oui, mais nous sommes dans une nouvelle époque. Hier, j'ai évoqué une nouvelle page, et donc de nouvelles méthodes, un gouvernement responsable et qui a de l'indépendance. Le gouvernement gouvernera, et je le ferai en bonne intelligence avec le président de la République, naturellement. Merci beaucoup, Michel Barnier, de nous avoir réservé votre première interview depuis votre nomination en tant que Premier ministre. Merci infiniment.